Bonjour à toutes et à tous. Après cet été, qui j'espère aura été bon pour chacun d'entre vous, nous reprenons le cours de cette série sur la varicose pelvienne avec ce 7e épisode dans lequel le docteur Philippe Lemal va vous expliquer comment explorer les points de fuite et en particulier les deux principaux points superficiels, à savoir le point périnéal et le point inguinal. Hello everyone. After this summer, which I hope will have been good for each of you, we continue the course of this series on pelvic varicose vein with a 7th episode in which Dr. Philippe Lemal will explain to you how to explore the leak points and in particular the two main superficial ones, namely the perineal point and the inguinal point. Rendez-vous dans 17 minutes pour la partie questions-réponses en direct avec nos deux experts habituels. Appointment in 17 minutes for the live Q&A session with our two usual experts. Bonjour à toutes et à tous. Nous en sommes donc au 4e épisode de la 2e saison de cette formation sur la varicose pelvienne, soit le 7e rendez-vous sur les 10 prévus. Et il s'agit du 3e épisode spécifiquement consacré aux explorations ultrasonores, dans lequel nous allons voir comment explorer les points de fuite, en particulier les deux principaux points de fuite superficiels. Ce qui correspond toujours donc à la 2e étape de notre algorithme décisionnel, à savoir la réalisation d'une exploration ultrasonore des veines pelviennes qui se justifie par une probabilité clinique suffisante de varicose pelvienne. Et pour conduire cette exploration, la méthodologie en 5 étapes que je vous ai proposée, nous avons déjà vu les 3 premières lors des épisodes précédents. Nous allons voir aujourd'hui la dernière. On traitera l'avant-dernière dans probablement l'épisode suivant. Donc cette dernière étape est primordiale pour les médecins vasculaires puisque ce sont bien les points de fuite qui vont transmettre les reflux veineux pelviens vers les membres inférieurs et donc potentiellement alimenter des varices des membres inférieurs. Nous avons déjà largement abordé la notion de point de fuite dans les épisodes précédents et défini ce point de fuite comme un flux inversé dans une voie anatomique de drainage physiologique. Et les veines qui vont nous intéresser dans ce contexte sont les afférences extrapelviennes des veines iliaques internes, puisque par définition, un reflux à leur niveau pourra alimenter des varices extrapelviennes, à savoir fessières, vulvaires et ou des membres inférieurs. Et dernière notion avant d'aborder l'exploration à proprement parler ultrasonore, il existe des points de fuite anatomiquement profonds et à l'inverse des points de fuite superficiels. Je n'insiste pas sur cette notion qui a été largement abordée dans le tome 3 de la première saison, mais nous allons développer aujourd'hui les deux points de fuite superficiels qui sont le point périnéal et le point inguinal. Petit rappel anatomique sur le canal pudendal, anciennement appelé canal d'Alcock, voire canal honteux, que nous avons déjà abordé dans le 2e épisode de la première session de cette formation. Ce canal est un dédoublement d'un fascia musculaire qui longe la fosse ischio-rectale pour se terminer dans la région périnéale. Et dans ce canal cheminent les vaisseaux pudendaux, artères et veines, et le nerf pudendal qui donne les névralgies pudendales aggravées par la position assise, ce qui est compréhensible du fait de sa position anatomique. Mais nous allons nous concentrer sur les veines pudendales. Nous avons vu dans le 2e épisode de la première session que la vulve avait un double drainage veineux par les veines labiales antérieures et les veines labiales postérieures. Et in fine, dans le système iliaque externe via les veines pudendales latérales et vers le système iliaque interne va via les veines pudendales médiales et le canal pudendal est donc bien une voie de drainage anatomique.
À l'inverse, s'il existe un reflux dans ce secteur pelvien, cette voie de drainage va se transformer en point de fuite et il s'agit de notre premier point de fuite superficiel, à savoir le point périnéal qui se situe donc à l'orifice externe du canal pudendal. Et ce point de fuite périnéal ou point P va alimenter des varices labiales et ou périnéales qui vont à leur tour alimenter des varices à la racine du membre inférieur. Et à l'échographie, ces varices labiales sont parfois très importantes, très dilatées, occupant la totalité de la grande lèvre et on comprend pourquoi elles peuvent être symptomatiques, voire invalidantes. Le point P se situe donc à l'orifice externe du canal pudendal, c'est-à-dire aux 3/4 postérieurs de la vulve, au niveau du sillon entre la vulve et la racine du membre. Je fais cette recherche de point P d'abord en décubitus, puisqu'elle fait suite à l'examen des varices pelviennes, et parfois je complète l'examen en orthostatisme, car cette position majore les reflux, et il n'est pas rare qu'un reflux périnéal qui n'était pas spontané en décubitus le devienne en orthostatisme, et un reflux spontané sera a priori toujours plus symptomatique. Dans ma pratique, je vous l'ai déjà dit, je n'utilise jamais la voie endovaginale, mais par contre systématiquement la voie périnéale, en particulier lors de la recherche un point de fuite périnéale. Ce qui veut dire que je pose ma sonde directement sur le périnée, ce qui impose une information écrite à remettre à la patiente à la prise de rendez-vous en amont de l'examen et qu'elle apporte signée le jour de l'examen, qui sera alors plus serein et sans ambiguïté. Pour l'examen, j'utilise préférentiellement les sondes linéaires large bande haute fréquence du type 5-15 MHz, mais les microconvexes, voire les macroconvexes, peuvent faire l'affaire, simplement la définition sera moins bonne. Alors, comment trouver ce point P? Il faut déjà placer la sonde au bon endroit, c'est-à-dire grosso modo au niveau des points rouges. Et comme toujours en échographie, il faut des repères anatomiques. La branche ischio-pubienne est un bon repère. Quand vous voyez une structure dense avec une ombre acoustique, vous êtes au bon endroit. L'aponévrose superficielle du périnée se traduit par un liseré dense qui est plus ou moins visible. Et surtout, ce qui est important à se rappeler, c'est que la présentation échographique du point P est toujours identique, à savoir une concavité dirigée vers l'extérieur. Toutes les phlébos que vous allez voir et que vous avez vues dans cette formation ont été réalisées par le docteur Milka Grener, qui reste pour moi la précurseuse ou la précurseure et une référence dans cette pathologie veineuse pelvienne. Donc, il s'agit là de la même patiente et nous allons comparer l'aspect phlébographique et échographique, sauf que pour la phlébo, le périnée est en bas, alors que pour l'échographie, il est en haut. Donc, nous allons inverser l'image d'écho pour comparer ce qui est comparable. Et la concavité, externe qui caractérise l'aspect échographique du point P est tout à fait, concordante avec l'image phlébographique. Et accessoirement, l'image phlébographique nous permet de mieux appréhender, mieux comprendre les rapports anatomiques avec la branche ischio-pubienne. Remettons notre image d'écho dans le bon sens. Un point P est une veine pudendale médiale plus ou moins dilatée, mais surtout incontinente. Donc, il faut mettre en évidence ce reflux et c'est là qu'intervient le mode couleur. Et cette imagerie permet d'objectiver très clairement le reflux, puisque le flux se dirige vers la sonde lors de la traversée de l'aponévrose superficielle du périnée. Ici, un reflux prolongé déclenché par la manœuvre de Valsalva et qui alimente d'importantes varices vulvaires. Il est aussi possible de provoquer un reflux en appuyant sur la région suspubienne ou en demandant à la patiente de gonfler l'abdomen. Vidéo de la même patiente, il existe déjà un flux bidirectionnel spontané avec la respiration, mais le reflux devient très important et prolongé lors du Valsalva et alimente de volumineuses varices de la grande lèvre gauche.
Sur cette vidéo d'une autre patiente, on ne voit pas le point P à proprement parler, mais ses conséquences. La sonde est toujours posée sur le périnée, mais décalée en avant au niveau des grandes lèvres. Et la manœuvre de Vassalva déclenche un reflux qui alimente, là encore, de volumineuses varices de la grande lèvre gauche. Et on comprend alors pourquoi cette pathologie peut être invalidante chez une femme avec une symptomatologie pouvant limiter l'orthostatisme ou post-coïtale, entraînant des conduites d'évitement. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai montré que des points P gauche, mais il existe bien sûr des points P à droite avec, me semble-t-il, une fréquence comparable. J'en profite pour rappeler que chez la femme, toutes les veines viscérales pelviennes sont interconnectées et que n'importe quel reflux peut alimenter n'importe quel territoire et en particulier une veine ovarique gauche incontinente qui alimente un point P droit est un grand classique. Et que ce point P soit droit ou gauche, il présente toujours une concavité vers l'extérieur, à gauche, à droite. Et les points P peuvent être aussi bilatéraux. Sur cette image, au centre, le vestibule, de chaque côté, l'extériorisation des flux issus des veines pudendales médiales, veine plus dilatée à droite, pas de reflux spontané, mais un reflux provoqué bilatéral lors du Vassalva et un flux de drainage, donc en bleu, physiologique, lors du relâchement. En pratique échographique, un point P est le plus souvent de forme tronculaire, unique. Mais parfois, en regard du canal, pudendal, on retrouve des reflux moins systématisés qui intéressent, plusieurs, veines, plusieurs troncs, voire un réseau, quasi plexiforme. Et enfin, et j'en terminerai là avec, l'étude du point P, vidéo intéressante qui montre un point P droit dilaté et très refluent, mais qui alimente des varices, labiales gauches via une collatérale transversale, située au niveau de la fourchette vulvaire. Ce cas de figure qui est fréquent illustre si besoin en était que n'importe quel reflux peut alimenter n'importe quel territoire. Et la présence d'un point de fuite périnéale traduit toujours un reflux de la veine pudendale médiale homolatérale, mais ce dernier peut être alimenté par les veines ovariques droite ou gauche, ou les veines utérines droite ou gauche. Et maintenant, voyons le deuxième point de fuite superficielle systématisé qui concerne le canal inguinal. Rappel anatomique du drainage de la région sous-pubienne. Là encore, il est double vers le système iliaque externe via les veines pudendales latérales et les veines périnéales superficielles et vers le système iliaque interne via la veine du ligament rond qui emprunte le canal inguinal. Et selon le mécanisme habituel décrit souvent dans cette formation, un reflux dans le territoire pelvien ad hoc va transformer le canal inguinal initialement voie de drainage en point de fuite et donc ça va devenir le point inguinal ou le point I. Ce point I correspond donc à l'orifice externe du canal inguinal. Il est situé au-dessus du ligament inguinal en dehors des vaisseaux fémoraux et c'est donc là qu'il faudra poser la sonde. Il est possible de rechercher un point de fuite, inguinal en décubitus et on le trouve lorsqu'il est dilaté, mais il faut toujours compléter, cette recherche en orthostatisme. Là encore, la sonde la plus adaptée est la sonde, linéaire, à haute fréquence. La microconvexe peut faire l'affaire, la macroconvexe, n'est pas vraiment adaptée. Le ligament inguinal se tend de l'épine antéro-supérieure iliaque jusqu'au tubercule pubien et déjà cliniquement, il est possible de suspecter un point I lorsqu'on palpe une tuméfaction
au-dessus du ligament inguinal et dans sa partie médiane. Il est parfois confondu avec une hernie inguinale, en particulier lors de la grossesse, ce qui est logique puisque c'est le même site d'extériorisation. Et ce point I peut être la principale, voire l'unique source d'alimentation des varices des membres inférieurs, mais je n'insiste pas sur l'aspect clinique, il a déjà été abordé lors des épisodes précédents. Un point très important à retenir, le point I est toujours associé à un réseau veineux dystrophique, plus ou moins dilaté en fonction de l'importance du reflux au niveau du point de fuite, situé au-dessus du ligament inguinal et qui se dirige en dedans vers la vulve. Et dans mon expérience, la présence d'un tel réseau est pathognomonique de la présence d'un point I. La sémiologie échographique découle de la clinique. Il faut rechercher ce point de fuite en plaçant la sonde à la partie médiane du ligament inguinal, au-dessus du ligament inguinal et en dehors des vaisseaux fémoraux. Et aspect échographique constant, il présente toujours une concavité interne, ce qui est donc exactement l'opposé du point P. Il s'agit ici donc d'un point inguinal gauche. En live, un point inguinal gauche avec un reflux spontané, permanent, mais qui reste modulé par la respiration, comme le montre le mode pulsé. Autre exemple échographique, une concavité interne, donc il s'agit bien d'un point inguinal droit. Déjà en noir et blanc, le sludge montre l'extériorisation du reflux de la profondeur vers la superficie. C'est quand même plus net en mode couleur. Et pour confirmer ce que j'avance, la présence d'un réseau veineux dystrophique situé au-dessus du ligament inguinal et qui est pathognomonique de la présence d'un point I. Et pour replacer ce point I dans le contexte de la varicose pelvienne, on le voit sur la diapo de gauche, une volumineuse varicocèle qui s'extériorise par un point inguinal homolatéral et qui alimente à son tour des importantes varices labiales gauches. Et si on compare la phlébo et l'échographie, cette concavité interne qui caractérise le trajet du point I en échographie est bien présente sur le cliché de phlébographie. Autre exemple phlébographique d'une belle concavité interne qui caractérise donc ce trajet du point inguinal. Un point I traduit l'existence de varices utérines ou paramétriales, le plus souvent dilatées dans mon expérience, mais ces veines latéro-utérines peuvent être prédominantes à gauche par exemple et traverser l'utérus par les veines arquées pour s'extérioriser par un point inguinal droit. Et là encore, le reflux d'origine peut intéresser n'importe quel secteur pelvien. Ainsi se termine cet épisode sur l'exploration ultrasonore des points de fuite superficiels et je vous remercie de votre attention. Ismail El Alami vient d'avoir un contretemps. Nous n'aurons donc pas de session en direct pour répondre à vos questions. Si vous en avez, envoyez-les sur la conversation et nous y répondrons par mail. Veuillez nous excuser. Professeur El Alami has just had an impediment. We will therefore not have live sessions to answer your questions. If you have any, send them please on the conversation and we will respond to them by email. Please excuse us. Nous vous donnons rendez-vous pour le 8e épisode, le jeudi 16 octobre à 13h. À bientôt. We give you an appointment for the 8th episode on Thursday, October 16 at 1 p.m. See you soon.